Elle entra dans l'atelier demandant une chance et devint la risée de tous. Le propriétaire, entouré d'ingénieurs et de camions valant des millions, la désigna et lâcha « Ici, ce n'est pas un endroit pour une femme sans diplôme. » Humiliée devant tout le monde, elle respira profondément et dit quelque chose qui fit taire tout l'entrepôt. 5 minutes plus tard, tous allaient regretter d'avoir ri, mais personne n'imaginait ce qui était sur le point d'arriver. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ci-dessous de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Parfois, mes chers amis, le destin nous place à des carrefours qui testent non seulement notre compétence, mais aussi notre propre dignité en tant qu'êtres humains. Et c'est exactement ce qui arriva un matin chaud de mars 2024, lorsqu'une jeune femme de 23 ans descendit d'un bus interurbain à la gare routière de Bercy, portant sur ses épaules tout le poids d'une promesse faite sur la tombe encore fraîche de son père. Lucie Dubois avait les mains calleuses de quelqu'un qui avait commencé à tenir un tournevis avant même d'apprendre à écrire son propre nom. Née et élevée à Clermont-Ferrand, au cœur de l'Auvergne, elle n'était pas fille de mécanicien. Elle était fille de Jacques Dubois, un routier qui avait parcouru plus de 3 millions de kilomètres sur les routes de France, et qui avait appris à la jeune fille que le rugissement d'un moteur diesel raconte plus de vérité que la bouche de n'importe quel homme. Jacques n'avait pas d'atelier. Il avait un simple jardin en terre battue où il réparait son propre Scania, un R440, et où Lucie, dès l'âge de 7 ans, passait des heures allongée sous le camion, tendant des outils à son père, tandis qu'il lui expliquait chaque pièce, chaque système, chaque secret de ces machines gigantesques qui étaient le gagne-pain de la famille. « Ma fille, disait-il avec son accent auvergnat marqué, un moteur ne ment jamais, il te dit où ça fait mal, il suffit de savoir écouter. » Et comme Lucie avait appris à écouter. À 15 ans, quand le turbo du Scania éclata au milieu de la RN7, c'est elle qui diagnostiqua que le problème n'était pas la turbine elle-même, mais une tuyauterie d'huile bouchée qui causait une surchauffe. À 18 ans, quand la boîte de vitesse automatisée commença à patiner, c'est elle qui découvrit que le module électronique était perturbé par un fil de terre mal connecté. Jacques riait, fier, disant que la jeune fille avait l'oreille absolue pour les moteurs. Tout comme certains l'ont pour la musique, elle l'avait pour la mécanique, mais la vie, vous savez, ne respecte pas toujours le talent. Il y a 4 mois, Jacques Dubois rentrait d'une livraison à Marseille quand il ressentit une douleur aiguë à la poitrine. Il réussit encore à garer le camion sur le bas-côté de la RN7. Il réussit encore à appeler sa fille et à dire « Lucie, prends soin de notre petit », se référant au Scania. 3 heures plus tard, dans un hôpital public d'Avignon, son cœur, fatigué de tant de route, cessa simplement de battre. Il avait 56 ans et une dette de 89 000 € envers la banque à cause du camion. Lucie vendit le Scania pour payer l'enterrement et solder une partie du financement. Elle se retrouva avec 3 200 € en poche, une mallette d'outils jet d'or qui avait été un cadeau de 15 ans de son père et une certitude qui brûlait dans sa poitrine comme une braise. Elle n'allait pas faire le ménage chez des bourgeoises. Elle n'allait pas travailler dans un magasin d'un centre commercial. Elle n'allait pas être une jeune femme pauvre de plus qui accepte n'importe quoi pour survivre. Elle allait honorer l'héritage de Jacques Dubois. Elle allait être mécanicienne, et pas n'importe quelle mécanicienne. Elle allait être la meilleure. C'est ainsi que ce matin de mars, elle arriva à Paris. La ville l'avala comme un monstre de béton. Lucie n'avait jamais vu autant de voitures, tant de bruit, tant de gens courant sans regarder sur les côtés. Elle rangea sa mallette dans la consigne de la gare routière, sortit un papier froissé de sa poche où elle avait noté une adresse et prit 3 bus jusqu'au PK 172 de l'autoroute A6, direction Lyon. Là, occupant un terrain de près de 20 000 mètres creux, se trouvaient les géants du bitume. Avez-vous déjà vu ces ateliers qui ressemblent plus à des showrooms ? Eh bien, la façade était entièrement en verre miroir, avec le logo en acier brossé brillant sous le soleil.
La cour avait 16 baies couvertes, un pont roulant de 20 tonnes, des équipements de diagnostic qui coûtaient plus qu'une maison. Sur le parking, il y avait une Mercedes-Benz classe S, une Amarok V6 neuve et une moto BMW de 85 000 €. Lucie sentit son estomac se nouer. Cet endroit n'était pas fait pour des gens comme elle, mais elle avait fait une promesse. Elle respira profondément, ajusta la simple chemise qu'elle portait, une pièce délavée avec le logo d'une marque d'huile diesel, et poussa la porte d'entrée. L'air conditionné la frappa comme une gifle glacée. La réception avait un sol en porcelaine, un canapé en cuir, et une secrétaire aux longs ongles rouges qui la regarda de haut en bas, avec une expression que Lucie connaissait bien, le mépris. « Je peux vous aider ?» demanda la jeune femme sans quitter son ordinateur des yeux. « Je suis venue parler d'un emploi, dit Lucie d'une voix ferme. Je suis mécanicienne. » La secrétaire haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Mécanicienne, c'est exact. » Il y eut une pause inconfortable. Puis, la jeune femme appuya sur un bouton de l'interphone. « Docteur Roland, il y a une personne ici qui veut parler d'un poste de mécanicienne. » Le ton laissait clairement entendre qu'il s'agissait d'une sorte de blague. 3 minutes plus tard, un homme de 48 ans entra dans la réception. Docteur Roland Lefebvre portait une chemise blanche immaculée, un pantalon de costume bleu marine et une montre Rolex Submariner au poignet. Lucie connaissait la marque car elle l'avait vue sur un routier riche de Lyon qui adorait l'exposer. L'homme était grand, avait les tempes grisonnantes et ce genre de posture qui crie « Je suis meilleur que vous », avant même d'ouvrir la bouche. Il s'arrêta, croisa les bras et laissa un sourire de dérision se former lentement sur son visage. Ses yeux parcoururent Lucie de la tête aux pieds, la chemise usée, le jean avec d'anciennes taches de graisse, les baskets usées, le vieux sac à dos pendu à l'épaule. « Vous êtes la mécanicienne ?» demanda-t-il. Et les guillemets étaient audibles dans sa voix. « Je le suis », répondit Lucie en levant le menton. Roland laissa échapper un rire bref. « Ma chère, ici on travaille avec des semi-remorques qui valent plus d'1 million d'euros chacune. Des Volvo, des Scania, des Mercedes importés, ce n'est pas pour changer l'huile d'une citadine, hein ?» « Je sais. J'ai grandi en réparant le Scania R440 de mon père. »« Ah, oui ?» Roland se tourna vers la secrétaire. « Notez ça, Juliette. La petite a grandi en réparant le camion de papa. » Il se retourna pour faire face à Lucie. « Écoutez, je vais être sincère avec vous. Il n'y a pas de place ici pour quelqu'un comme vous. Et ce n'est pas seulement parce que vous êtes une femme. D'accord ? C'est parce qu'ici, nous avons besoin de personnes qualifiées, de personnes certifiées, avec un diplôme technique, de préférence avec un diplôme d'ingénieur en mécanique. Avez-vous l'une de ces choses ?» Lucie sentit son visage chauffer, mais garda sa voix calme. « J'ai 12 ans d'expérience pratique. Je sais diagnostiquer les pannes d'injection électronique Common Rail. Je sais régler les soupapes sur un moteur 6 cylindres. Je sais, ma chère, Roland l'interrompit, d'un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Tout le monde a de l'expérience pratique. Mon neveu de 17 ans a de l'expérience pratique parce qu'il aide son père à changer un pneu le week-end. Ce n'est pas un CV. » Et il était sur le point de lui tourner le dos quand Lucie fit un pas en avant. « Donnez-moi une chance, un test pratique. N'importe quel camion en panne, je le ferai démarrer. » Roland s'arrêta, se retourna lentement, et il y avait maintenant quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'amusement, comme si elle venait de raconter la meilleure blague de l'année. « Vous savez quoi? Venez avec moi !» Il commença à marcher vers la cour, et Lucie le suivit, sentant son cœur s'accélérer. La cour des géants du bitume était encore plus impressionnante de près. Il y avait des semi-remorques en cours de démontage, des moteurs suspendus à des palans, des équipements de test qui clignotaient des lumières rouges et vertes. Et il y avait des hommes, peut-être 30 mécaniciens, tous en combinaison bleue avec le logo de l'entreprise, tous s'arrêtant pour regarder quand Roland passa avec Lucie derrière lui. « Alors, docteur !» cria un mécanicien grisonnant. « Vous nous avez trouvé une assistante ?»
Des rires résonnèrent dans l'entrepôt. Lucie serra les poings dans ses poches, mais continua d'avancer. Roland la conduisit au fond de la cour, où une zone isolée gardait des semi-remorques qui semblaient hors service. Et là, sous une bâche noire à moitié déchirée, il était là. Un Volvo FH16 750 noir mat, imposant même à l'arrêt, avec cette cabine haute caractéristique, son pare-choc chromé et sa calandre qui ressemblait à la bouche d'un requin. « Je vous présente », dit Roland avec une pompe exagérée. Le colosse, Volvo FH16 750 chevaux, moteur de 16 ailes, couple de 3550 canines, boîte de vitesse automatisée e-shift à 12 rapports. Il vaut 980 000 €, ou plutôt il valait, car cette beauté est à l'arrêt depuis 8 mois. Lucie sentit sa bouche se dessécher. 8 mois. Des ingénieurs de Volvo sont venus de Lyon 3 fois, poursuivit Roland, manifestement amusé. Nous avons dépensé 47 000 € en diagnostic. Nous avons fait venir un spécialiste d'Allemagne qui facture 800 € par jour plus l'hébergement. Rien. Le moteur ne démarre pas, ne tousse pas, ne s'étouffe pas. Il ne s'allume tout simplement pas. Et vous savez pourquoi. Il se pencha près de Lucie. Parce qu'il y a des problèmes que le papier et l'ordinateur ne résolvent pas. Il faut des gens qui comprennent vraiment. Il recula, ouvrant les bras théâtralement. Mais bon, si vous parvenez à faire rugir ce moteur, le poste est à vous. Pas n'importe quel poste, le poste de chef d'atelier, salaire de 12 000 € par mois. Qu'en pensez-vous? Lucie regarda le camion, regarda Roland et comprit le piège. « Et si je n'y parviens pas ?» demanda-t-elle. Le sourire de Roland s'élargit. « Alors vous partez d'ici, et je garantis personnellement qu'aucun atelier de Paris ne vous embauchera. J'ai des amis dans tout le secteur, ma chère. Votre carrière de mécanicienne se termine avant même d'avoir commencé. » À ce moment-là, 8 mécaniciens s'étaient déjà approchés, formant un demi-cercle autour d'eux. Certains tenaient des téléphones portables. Lucie comprit. Cela allait devenir du contenu, une blague, une vidéo de plus sur « Regardez la folle qui se prend pour une mécanicienne ». Elle regarda de nouveau le colosse. Le Volvo semblait la regarder en retour, défiant, gigantesque, impossible. Et puis Lucie pensa à son père, pensa à Jacques, disant « Un moteur ne ment jamais, ma fille », pensa à la promesse qu'elle avait faite sur sa tombe. « Combien de temps ai-je » demanda-t-elle. « Une demi-heure », dit Roland généreusement, comme celui qui fait l'aumône. Lucie secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'une demi-heure. » « Combien alors ? 15 minutes. 5. Le silence qui tomba sur cette cour fut absolu. L'un des mécaniciens laissa échapper un sifflement moqueur, un autre rit ouvertement. Roland écarquilla les yeux et éclata ensuite d'un rire véritable. « 5 minutes, répéta-t-il incrédule. Ma chère, les Allemands sont restés ici 3 jours. 5 minutes, 5 minutes, répéta Lucie, le regardant dans les yeux. Et quand j'y arriverai, je veux ça par écrit, un contrat signé, enregistré avec tous les avantages. » Roland riait encore quand il fit signe à Juliette, qui était venue avec un presse-papier. « Juliette, prépare le document. 5 minutes pour que la petite fasse le miracle que des équipes d'ingénieurs n'ont pas réussi. » Il regarda Lucie. « Mais si ça échoue, et ça échouera, vous signerez un autre document acceptant de ne pas poursuivre l'entreprise et de ne pas chercher d'emploi dans un atelier associé à notre syndicat. D'accord ?» Lucie tendit la main. « D'accord. » Quand leurs mains se touchèrent, Roland serra avec une force excessive, essayant d'intimider, mais Lucie avait des mains qui serraient des clés à molette depuis l'enfance. Elle rendit la pression, et ce fut Roland qui lâcha le premier, dissimulant son malaise. « Chronomètre en main, les gars !» cria-t-il au mécanicien. « Nous allons voir la magie de mademoiselle !» Lucie marcha jusqu'au colosse, tandis qu'au moins 15 téléphones portables étaient levés pour filmer. Elle pouvait entendre les commentaires chuchotés, les rires contenus, l'incrédulité. Mais alors, elle toucha le capot du Volvo et quelque chose changea en elle. C'était comme si le camion l'attendait, comme si d'une certaine manière son père était là, guidant ses mains. « 5 minutes !» cria Roland. « Ça commence maintenant. » Et Lucie Dubois,
Fille de routier, orpheline de 23 ans, avec 3200 € en poche et une promesse à tenir, monta dans la cabine de ce Volvo de près d'1 million d'euros et ferma la porte, bloquant le bruit du monde extérieur. Il était temps de montrer à Paris de quoi une fille de Clermont-Ferrand était capable. Dans la cabine du Volvo FH16, Lucie respira profondément. L'odeur était familière, cuir synthétique mélangé à cette odeur caractéristique de plastique ABS, chauffé par le soleil, le résidu faible de diesel et cette fine poussière qui s'accumule dans les véhicules immobilisés longtemps. Elle ajusta le siège conducteur, sentant le tissu rigide du désuétude, et ses yeux parcoururent le tableau de bord. 283 000 km au compteur, un camion pratiquement neuf pour les standards de la route. Sur le tableau de bord, toutes les icônes d'alerte allumées comme un arbre de Noël. Check engine, système d'injection, filtre à particules, AdBlue. C'était le genre de choses qui fait paniquer n'importe quel mécanicien inexpérimenté et commencer à démonter la moitié du moteur, cherchant le problème. Mais Lucie n'était pas inexpérimentée. Elle ferma les yeux pendant 3 secondes entières, une éternité quand on n'a que 5 minutes, et bloqua le son des rires à l'extérieur, bloqua l'image du sourire arrogant de Roland, bloqua même sa propre anxiété qui martelait sa poitrine. Et puis elle fit exactement ce que Jacques lui avait appris 15 ans auparavant dans ce jardin en terre battue à Clermont-Ferrand. Elle écouta. Elle tourna la clé seulement jusqu'à la 2e position, sans actionner le démarreur. Le relais principal cliqua. Un son métallique sec qui vint du côté droit du tableau de bord. Normal. La pompe à carburant haute pression ronronna pendant 2 secondes. Également normal, c'était la pré-pressurisation du système Common Rail. Le tableau de bord s'alluma complètement. Tous les indicateurs firent leur balayage automatique. Tout fonctionnait. Lucie tourna la clé en arrière et répéta le processus. Relais, pompe, un tableau de bord. Tout identique. 3 secondes se passèrent. 2 minutes. Elle entendit Roland crier dehors, suivi de plus de rires. Elle descendit de la cabine avec des mouvements rapides, mais contrôlés. Dehors, les mécaniciens avaient formé une foule complète. Il devait y avoir 40 hommes là, tous les bras croisés, tous avec cette expression de ceux qui attendent de voir un échec spectaculaire. L'un d'eux, un gros gars avec une casquette de l'OM, tenait son téléphone portable tout près d'elle, filmant clairement pour poster sur les réseaux sociaux. « Où sont les outils, ma belle ?» cria-t-il. « Vous avez oublié qu'il faut une clé. » Plus de rire. Lucie ignora complètement, alla à l'avant du camion et s'agenouilla sur le béton chaud. Sous le pare-choc, elle localisa le loquet de la calandre, 2 attaches de sécurité que les ingénieurs de Volvo avaient conçues pour un accès rapide en cas d'urgence. Clic, clic. La calandre se détacha avec un léger bruit pneumatique. « 1 minute et demie !» annonça Roland, regardant sa montre bracelet coûteuse. Quand Lucie tira la calandre et vit le moteur, son cœur fit un bond. Il était là, le légendaire D16G. 16 ailes de pure puissance suédoise, 6 cylindres en ligne, turbo à géométrie variable, système d'injection Common Rail de 3e génération. C'était une œuvre d'art mécanique, et il était complètement intact. Non, attendez, il n'était pas intact. Les yeux de Lucie, entraînés par des années de pratique, captèrent immédiatement ce qui n'allait pas. Le faisceau électrique principal, cette épaisse nappe de câbles colorés protégée par une gaine flexible noire, était acheminée différemment de la norme. Au lieu de passer par le côté gauche du moteur, où il y avait une goulotte spécifique avec des colliers de serrage isolants, il avait été passé par-dessus, touchant presque le collecteur d'admission. Et là, exactement là où le faisceau faisait un coude à 90 degrés, il y avait une proximité dangereuse, moins de 8 cm entre les câbles et la sonde MAP de pression du collecteur. Lucie sentit un fourmillement dans les mains. Elle connaissait ce problème. Elle avait vu quelque chose de similaire, une fois sur un Mercedes Actros, qui était tombé en panne électrique à Lille, il y a 3 ans. Induction électromagnétique.
Lorsque ce faisceau avait été repositionné, probablement lors de la dernière maintenance effectuée par lesdits ingénieurs, il avait commencé à générer un champ magnétique résiduel qui interférait avec le signal analogique de la sonde MAP. Le module de commande moteur recevait des lectures de pression erronées, interprétait cela comme une panne critique du système d'admission et refusait simplement d'autoriser le démarrage. C'était une panne fantôme, invisible pour les scanners, car techniquement rien n'était cassé, c'était juste de la physique de base, de l'électromagnétisme de première année de lycée. 45 secondes, cria Roland. Et maintenant, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la surprise, elle n'avait pas abandonné. Lucie regarda autour d'elle. Elle devait repositionner ce faisceau, mais sans outils appropriés, sans collier de serrage métallique, sans... Attendez. Ses yeux se posèrent sur une boîte de rangement près d'une des baies. Elle courut jusqu'à elle, littéralement courut. Et les mécaniciens s'écartèrent, comme si elle était contagieuse. Dans la boîte, des colliers de serrage en nylon, du ruban isolant 3M, des connecteurs rapides. Lucie prit 3 colliers de serrage et un rouleau de ruban isolant haute température. 20 secondes. Elle revint vers le moteur, s'agenouilla de nouveau et commença à travailler. Elle desserra les 2 colliers qui maintenaient le faisceau en position incorrecte. La nappe de câble se retrouva lâche dans sa main. Elle devait peser environ 2-5 kilos. Avec des mouvements précis, elle le repositionna dans la goulotte latérale gauche, exactement là où les ingénieurs suédois avaient prévu qu'il soit. Elle passa le premier collier de serrage, serra fort, deuxième collier serra, troisième, dans le coup de finale, avant le module d'injection, serra jusqu'à entendre le clic de verrouillage. 10 secondes. 8. Maintenant, la partie critique. Le point où le faisceau passait près de la sonde MAP générait des frottements avec une arête métallique du cache-culbuteur. Rien de grave, mais suffisant pour user l'isolation au fil des mois et créer un point de fuite de courant. Lucie prit le ruban isolant, en arracha un morceau de 15 cm avec les dents et enveloppa ce point spécifique, faisant 3 tours complets. Le ruban haute température supporterait les 110 degrés que cette région atteignait en fonctionnement. 3, 2, 1, c'est fini! La cour explosa en cris, sifflements, applaudissements sarcastiques. Alors, championne? Le mécanicien de l'OM cria « Où est le miracle ?» Lucie se leva, s'essuya les mains sur son jean et regarda directement Roland. Elle ne dit rien, se contenta de pointer la cabine du Volvo avec le menton. Roland fronça les sourcils. « Quoi? Vous? Montez et tournez la clé, » dit Lucie calmement. Il y eut un moment de silence absolu. Puis Roland laissa échapper un rire nerveux. « Vous n'avez même pas utilisé d'outils, ni connecté de scanner. Comment diable? Montez-y et tournez la clé. » Chaque mot sortit posé, ferme, sans agressivité, mais avec une autorité qui fit que les 3 mécaniciens les plus proches échangèrent des regards mal à l'aise. Roland monta dans la cabine du Volvo avec l'expression de celui qui fait une immense faveur. Il s'installa sur le siège, prit la clé et la tourna avec un air dramatique, attendant clairement le silence de la panne qui était devenue la marque de fabrique de ce camion ces 8 derniers mois. Le démarreur tourna 1 fois, 2 fois. À la 3e rotation, le moteur de 16 ailes se réveilla avec un rugissement profond, viscéral, qui résonna sur les murs de l'entrepôt, comme le cri d'une bête se réveillant d'un sommeil millénaire. 750 chevaux de puissance suédoise reprirent vie dans un ronronnement parfait, sans rater, sans à-coups, juste ce son glorieux de 6 cylindres fonctionnant en synchronisation absolue. Les vitres du bureau de Roland tremblèrent à la fréquence du moteur. Le son était si puissant, si inattendu, que la moitié des mécaniciens reculèrent instinctivement d'un pas. Les téléphones portables furent baissés, les bouches s'ouvrirent. Le mécanicien de l'OM laissa tomber sa casquette par terre sans même s'en rendre compte. Roland, dans la cabine, était pâle. Ses mains serraient le volant comme s'il avait besoin de s'ancrer dans la réalité. Il regarda le tableau de bord.
Toutes les lumières d'erreur s'étaient éteintes, seuls les indicateurs normaux. Température moteur montant progressivement de 20 à 35 degrés C, pression d'huile à 4, 2 bars, rotation stable à 800 tramines. Il appuya doucement sur l'accélérateur. Le moteur répondit instantanément, élevant la rotation à 1200 tramines, avec ce rugissement caractéristique du turbo à géométrie variable qui entrait en action. Ça marchait parfaitement. Lucie resta immobile, les bras le long du corps, regardant Roland à travers le pare-brise. Elle ne sourit pas, ne célébra pas, elle attendit simplement. Roland coupa le moteur et le silence qui suivit fut assourdissant. Il descendit de la cabine au ralenti, comme s'il était en transe. Ses yeux rencontrèrent ceux de Lucie, et pour la première fois il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas encore du respect. Non, c'était du choc, de l'incrédulité. C'était la sensation d'avoir toute sa vision du monde ébranlée en 5 minutes. « Comment » commença-t-il, mais sa voix faillit. Il déglutit. « Comment avez-vous fait ça ?»« Le faisceau électrique était mal acheminé, » expliqua Lucie d'une voix calme. Il passait trop près de la sonde mappée. L'induction magnétique provoquait des lectures de pression erronées dans le collecteur d'admission. Le module de commande interprétait cela comme une panne critique et bloquait le démarrage. J'ai repositionné le faisceau dans la goulotte d'origine et j'ai isolé un point de frottement qui aurait pu causer une fuite de courant. Problème résolu. La cour resta silencieuse. 40 mécaniciens en train de digérer ce qu'ils venaient de voir. Alors quelqu'un, un jeune mécanicien, peut-être 25 ans, avec des lunettes, commença à applaudir. Lentement. Un battement de main. 2, 3. Incroyable, murmura-t-il. Elle l'a vraiment fait. Mais l'applaudissement solitaire s'éteignit rapidement, car Roland se tourna vers le jeune homme, avec un regard si glacial que celui-ci recula de 2 pas. « Retournez au travail », dit Roland à voix basse. Mais tout le monde l'entendit. Tous, retournez au travail. Les mécaniciens se dispersèrent rapidement, mais Lucie remarqua que beaucoup regardaient encore par-dessus leur épaule, encore en train de comprendre, encore à se demander comment cette jeune femme en jean usé avait réussi en 5 minutes ce que des équipes entières n'avaient pas réussi en 8 mois. Roland marcha jusqu'où Juliette se tenait encore, avec le presse-papier. Il arracha une feuille, la froissa avec une force excessive et la jeta dans la poubelle la plus proche. Puis il se tourna vers Lucie. « Et ici, mes amis, c'est là que la vraie nature d'un homme se révèle. Roland Lefebvre n'était pas seulement arrogant, c'était un homme qui avait bâti toute son identité sur l'idée de supériorité. Fils d'un entrepreneur du transport, il avait hérité des géants du bitume de son père, il y a 5 ans. Il n'avait jamais vraiment travaillé de ses propres mains, n'avait jamais transpiré sous un camion, n'avait jamais senti la graisse s'infiltrer sous ses ongles. Pour lui, la mécanique était quelque chose que les gens pauvres faisaient. C'était un travail manuel, une chose de gens sans études. Et maintenant, une femme pauvre, sans diplôme, sans certification, venait de faire quelque chose que ces ingénieurs qualifiés n'avaient pas réussi. Ce n'était pas seulement une défaite, c'était une humiliation existentielle. « C'est bon », dit-il finalement, et il y avait du venin dans sa voix. « Vous avez gagné le défi. Félicitations !» Le mot sortit comme s'il lui brûlait la langue. « Juliette va préparer votre contrat. Chef d'atelier, 12 000 € par mois. Tous les avantages. Vous pouvez commencer lundi. » Lucie acquiesça. « Merci. Mais laissez-moi vous dire une chose. » Roland se pencha près d'elle, baissant la voix pour que seule elle l'entende. « Vous avez peut-être réparé un camion, mais réparer un camion, ce n'est pas gérer une équipe, ce n'est pas gérer les fournisseurs, ce n'est pas comprendre les tableaux, les marges bénéficiaires, les contrats clients. Vous entrerez ici lundi et dans 2 semaines, vous supplierez de partir, parce que ce n'est pas votre place, compris? Ça ne le sera jamais. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, ses chaussures de ville coûteuses, claquant fort sur le sol en béton, tandis qu'il retournait à son bureau climatisé.
Lucie resta là, seule dans la cour, à côté du Volvo FH16 qui ronronnait maintenant doucement au ralenti, exhalant cette odeur caractéristique de diesel brûlé mélangée à de l'huile moteur chaude. Elle avait gagné la bataille, mais la guerre, Lucie le réalisa avec un pincement au cœur, ne faisait que commencer. Et Roland Lefebvre, elle le découvrirait bientôt, n'était pas le genre d'homme qui acceptait de perdre. Lundi, 7 heures du matin, Lucie arriva au géant du bitume, vêtue d'une nouvelle combinaison bleue, encore avec les marques de pliage de l'emballage. Elle avait dépensé ses 180 derniers euros pour ce vêtement. Une combinaison renforcée de la marque Orcap, avec des poches latérales et une protection aux genoux. Ce n'était pas l'uniforme de l'entreprise, mais c'était tout ce qu'elle avait. Les mécaniciens étaient déjà dans la cour quand elle entra. 42 hommes qui cessèrent de travailler simultanément pour regarder la nouvelle venue. Le silence était lourd, inconfortable. Alors l'un d'eux, un homme maigre d'une 50aine d'années, avec une moustache grisonnante, cracha par terre et retourna sous une semi-remorque Scania sans dire un mot. Lucie comprit le message. Elle n'était pas la bienvenue. Roland apparut 20 minutes plus tard, sortant d'une BMW X5 noire. Il portait une chemise polo blanche et un jean, la version décontractée de l'homme d'affaires riche. Il appela Lucie à son bureau d'un signe de main impatient. Son bureau était exactement ce à quoi on s'attendrait. Table en verre, fauteuil de direction en cuir, diplômes encadrés au mur, administration d'HEC Paris, MBA en gestion d'entreprise, certification ISO 9001. Sur l'étagère, des trophées de tournois de golf et une photo de lui serrant la main d'un homme politique. « Asseyez-vous », dit-il sans la regarder, manipulant des papiers sur la table. Lucie s'assit. « Écoutez, je vais être direct. » Roland commença, levant enfin les yeux. « Vous avez gagné le défi. Je tiens parole. Mais ici, ça fonctionne comme ça. Vous me répondez. Tout ce qui se passe dans cet atelier passe d'abord par mon approbation. Achat de pièces, embauche, licenciement, tout. Compris? Compris. Deuxième chose, les mécaniciens ne vous respecteront pas du jour au lendemain. Donc, vous devrez prouver votre valeur chaque jour. Et si je vois que vous gênez le travail, que vous causez des problèmes, ce contrat se réduira en poussière. Peu importe ce qui est écrit, je trouverai un moyen de vous licencier, c'est clair? Lucie soutint son regard. Limpide. Roland jeta une chemise noire sur la table. Ce sont les contrats actifs. Nous avons 17 clients réguliers. Le plus important est les mines de Lorraine. Ils ont une flotte de 120 semi-remorques qui transportent du minerai de Thionville jusqu'au port du Havre. Le contrat de maintenance préventive et corrective vaut 240 000 euros par mois. C'est notre principal client. Nous ne pouvons pas le perdre. Il s'adossa à sa chaise. Et devinez quoi? Ils se plaignent que la flotte a des problèmes. Le taux de disponibilité est tombé de 94% à 81% ces 6 derniers mois. Si cela tombe en dessous de 75%, ils rompent le contrat et nous perdons un quart du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, votre premier travail est de résoudre cela. Vous avez 3 semaines. Lucie prit le dossier, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des rapports de maintenance, des ordres de service, des factures de pièces. Elle commença à les feuilleter, et ses yeux entraînés captèrent quelque chose immédiatement. Ces turbines-ci, elle pointa une facture, ont été remplacées il y a 2 mois sur 8 camions différents, toutes du fournisseur Turbosud pièces, valeur unitaire 8500 euros. Or, des turbines neuves originales pour Scania RK140 coûtent 7200 euros chez le concessionnaire. Pourquoi avons-nous payé plus cher à un fournisseur parallèle? Roland lui arracha le dossier des mains d'un mouvement brusque, parce que Turbosud offre une garantie étendue et une livraison rapide. Ne questionnez pas les décisions déjà prises, exécutez simplement le travail. Il y avait quelque chose dans la précipitation avec laquelle il répondit, quelque chose dans la façon dont il détourna le regard pendant une demi-seconde. Lucie archiva cette information quelque part au fond de son esprit.
Les jours suivants, elle se plongea tête baissée dans le travail. Elle se levait à 5 heures du matin, prenait 2 bus pour arriver à 6h30 et ne partait qu'après 19 heures. Elle inspecta chaque camion de la flotte des mines de Lorraine. Elle trouva des filtres à carburant bouchés, des durites d'air desséchés, des roulements de roues avec un jeu excessif, de petits problèmes qui, additionnés, causaient des pannes fréquentes. Mais elle trouva quelque chose de plus, quelque chose qui lui glaça le sang. Des 8 turbines qui avaient été remplacées 2 mois auparavant, 5 présentaient déjà les mêmes symptômes de panne, perte de pression, bruit de roulement usé, consommation d'huile élevée. Des turbines neuves ne font pas ça. Pas en 2 mois. Lucie attendit jusqu'au vendredi, quand Roland partit plus tôt pour un déjeuner d'affaires. Alors, elle fit quelque chose qui, techniquement, pourrait lui coûter son emploi. Elle alla à l'entrepôt de pièces usagées. L'entrepôt se trouvait au fond du terrain, un hangar au toit métallique, où les pièces retirées étaient stockées avant d'être jetées ou envoyées au recyclage. Elle chercha sur les étagères jusqu'à trouver 8 vieilles turbines, encore avec les étiquettes de retrait. Lucie en prit une turbine qui était censée avoir été remplacée par une neuve de 8 500 €. Elle pesait environ 15 kilos. Elle la posa sur un établi et commença à l'inspecter. Le carter présentait des signes d'utilisation. Rayures, petites bosses, peintures écaillées à certains endroits, normal pour une pièce usagée. Mais quand elle fit tourner l'axe de la turbine, sentant le mouvement, quelque chose n'allait pas. Il y avait un jeu minime dans les roulements, pas suffisant pour provoquer une panne immédiate, mais suffisant pour indiquer que ce n'était pas une turbine neuve, mais reconditionnée. Quelqu'un avait démonté cette turbine, remplacé les composants les plus usés, remonté et vendu comme si elle était neuve. Le problème, c'est que le reconditionnement avait été mal fait. Les roulements n'étaient pas d'origine. C'étaient probablement des répliques chinoises de mauvaise qualité qui ne supportaient pas la pression de fonctionnement de 2-8 bars à laquelle ces turbines travaillaient. Lucie sentit ses mains trembler, non de peur, mais de rage. Elle passa tout le week-end à réfléchir. Lundi matin, au lieu d'aller directement à la cour, elle prit un bus jusqu'à la rue Saint-Denis, dans le centre de Paris, connue pour concentrer des dizaines de magasins de pièces automobiles. Elle emporta une des nouvelles turbines qu'elle avait retirées d'un camion le samedi, enveloppée dans un sac en toile. Turbo Sud Pièces se trouvait dans un étroit immeuble, serré entre un magasin de rétroviseurs et un dépôt de batterie. La façade était simple, sans luxe. Lucie entra. Le vendeur était un jeune homme d'une trentaine d'années, tatouage sur les bras, casquette Red Bull. « Puis-je vous aider ?»« Je suis venu pour des turbines reconditionnées, » dit Lucie. Le jeune homme ne s'y a pas. « Nous ne travaillons qu'avec des pièces neuves, mademoiselle. »« Ah oui ?» Lucie posa le sac sur le comptoir et sortit la turbine. « Alors expliquez-moi pourquoi cette pièce ici, vendue comme neuve par votre entreprise pour 8 500 € a un numéro de série usé, un carter avec des marques d'utilisation et des roulements avec une tolérance hors spécification de Garrett. » Le vendeur pâlit. « Je ne travaille que ici. Je ne... »« Où est le patron ?»« Il n'est pas là. »« Quand revient-il ?»« Je ne sais pas. »« Écoutez, mademoiselle, je ne peux pas. » Lucie se pencha sur le comptoir. « Écoutez bien, je suis chef d'atelier des géants du bitume. Vous nous avez vendu 8 turbines reconditionnées comme si elles étaient neuves. C'est une fraude commerciale. Alors, soit vous me donnez le contact de votre patron maintenant, soit j'appelle la police et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF. » Le jeune homme déglutit, prit un papier, griffonna un numéro de téléphone. « Parlez à Alexandre, mais je n'ai rien dit, d'accord ? J'ai besoin de ce travail. » Lucie prit le papier et sortit. Elle appela le numéro depuis une cabine téléphonique au coin de la rue. Elle n'avait pas de téléphone portable, pas encore l'argent pour ça. Après 4 sonneries, une voix masculine répondit « Allô ? Alexandre, mon nom est Lucie Dubois.
j'ai besoin de vous parler des turbines que vous avez vendues aux géants du bitume. » Il y eut une pause. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je suis la nouvelle chef d'atelier et j'ai découvert que vous vendez des pièces reconditionnées, comme si elles étaient neuves. 8 turbines, 68 000 € au total. Je veux savoir si Roland Lefebvre est au courant. » Une autre pause, plus longue. Alors Alexandre laissa échapper un soupir fatigué. « Écoutez, mademoiselle, vous mettez les pieds dans le plat. Je vous suggère d'oublier ça. Répondez à la question. Roland est-il au courant ? » « Bien sûr qu'il est au courant, » explosa Alexandre. C'était son idée. Il est venu me voir il y a 6 mois, en disant qu'il avait besoin d'un stratagème pour surfacturer des pièces. J'apporte les turbines reconditionnées, je fais une facture comme si elles étaient neuves. Je facture le prix du neuf et on partage la différence. Il prend 70%, je prends 30%. Tout le monde y gagne. Le monde de Lucie s'arrêta une seconde. Roland détourne de l'argent de sa propre entreprise. Il a des dettes, ma chère. Il joue au poker, dans des clubs clandestins, perd des fortunes, doit plus de 300 000 € à un usurier. Il a besoin de l'argent. Et moi, j'ai 2 enfants à élever, d'accord ? Je n'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Lucie raccrocha, resta là, au milieu de la rue Saint-Denis, avec le bruit des klaxons et les voix des vendeurs autour, digérant tout cela. Roland n'était pas seulement arrogant, il était criminel. Elle retourna au géant du bitume à 15 heures, alla directement à l'entrepôt et prit les 8 vieilles turbines. Elle les photographia chacune avec un appareil photo jetable, acheté en chemin. Photos des numéros de série usés, des carters avec des marques d'utilisation, des roulements avec du jeu, puis elle alla au bureau de Roland, frappa à la porte. « Entrez !» Elle entra. Roland était au téléphone, terminant un appel. Il raccrocha et la regarda avec impatience. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai découvert pourquoi la flotte des mines de Lorraine a des problèmes, » dit Lucie calmement. « Ah oui, et quel est le diagnostic du docteur ? Les turbines que vous avez fait installer sont des reconditionnées de mauvaise qualité, vendues comme neuves. Des roulements chinois qui ne supportent pas la pression de fonctionnement. C'est pourquoi 5 d'entre elles sont déjà tombées en panne en moins de 2 mois. » Roland devint très silencieux. « D'où tenez-vous cette idée absurde ? »« Ah, de Turbo Sud pièces. J'ai parlé avec Alexandre ce matin. » Le masque de Roland se fissura une seconde seulement. Une contraction presque imperceptible autour des yeux, un léger serrement de la mâchoire. Mais Lucie le vit. Elle avait touché juste. « Vous n'aviez pas l'autorisation d'aller voir des fournisseurs, » dit-il à voix basse. « Vous détournez de l'argent de l'entreprise, » répondit Lucie, surfacturant des pièces, empochant la différence. « Combien de milliers d'euros avez-vous déjà volé, Roland ? 50, 100. » Roland se leva si vite que sa chaise pivotante heurta le mur derrière lui. « Vous n'avez aucune preuve. Et même si vous en aviez, qui croyez-vous que les associés vont croire ? Une gamine des cités qui est apparue ici il y a 2 semaines, ou le fils du fondateur de l'entreprise ? J'ai les vieilles turbines, les factures surfacturées et la confession enregistrée d'Alexandre, » mentit Lucie. Elle n'avait rien enregistré, mais Roland n'avait pas besoin de le savoir. Son visage devint rouge. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je vais vous détruire. Je vais vous poursuivre pour calomnie, pour diffamation et pour invasion de la vie privée. Quand j'aurai fini, vous ne trouverez même pas de travail pour nettoyer des toilettes. »« Faites ceci, » dit Lucie, gardant sa voix étonnamment calme. « Vous avez jusqu'à demain midi pour raconter aux autres associés ce que vous avez fait. Si vous ne le faites pas, je le ferai. Et là, il n'y aura pas seulement votre emploi en jeu, ce sera la prison pour abus de confiance. » Elle se retourna pour partir. « Je sais où vous habitez, » cria Roland. « Cette pension minable de la banlieue est... Vous croyez être en sécurité ?» Lucie s'arrêta à la porte, se retourna lentement, et quand elle parla, il y avait quelque chose dans sa voix qui fit Roland reculer d'un pas. Mon père m'a appris qu'il existe 2 types d'hommes dans ce monde, ceux qui construisent et ceux qui détruisent.
Vous passez votre vie à détruire les gens, Roland, à humilier, à voler, à écraser. Mais vous savez quel est le problème des gens comme vous? Elle fit un pas vers lui. Vous croyez que tout le monde est faible comme vous? Que tout le monde vend son âme pour de l'argent? Mais je ne vends pas la mienne. Je suis la fille d'un routier qui a parcouru 3 millions de kilomètres sans escroquerie, sans voler un centime, et je préférerais mourir sous un pont que de devenir ce que vous êtes. Elle sortit, refermant la porte avec précaution. Dans la cour, les mécaniciens travaillaient en silence, mais Lucie remarqua que plusieurs regardaient en direction du bureau de Roland, d'où l'on pouvait entendre des cris étouffés. Elle avait allumé la mèche. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre l'explosion. Le lendemain matin, mardi, Lucie arriva à 6 heures. La cour était étrangement vide. Seulement 3 mécaniciens travaillant sur une maintenance qui avait commencé la veille. Au bureau, les lumières étaient allumées depuis tôt. Il y avait 3 voitures sur le parking qu'elle ne reconnaissait pas. Une Mercedes classe E, une Audi A6 et une Hilux noire. Les associés étaient arrivés. À 9h15, Juliette apparut à la porte du hangar. « Lucie, on vous veut au bureau maintenant. » Le cœur de Lucie s'accéléra, mais elle s'essuya les mains sur un chiffon, retira ses gants de procédure et marcha la tête haute. Quand elle entra dans le bureau, 4 hommes attendaient. Roland était assis sur une chaise adossée au mur, loin de la table. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Des cernes profonds, une chemise froissée, les mains tremblant légèrement. Les 3 autres étaient autour de la table principale. « Mademoiselle Lucie Dubois ?» demanda l'homme le plus âgé. Il avait environ 65 ans. Les cheveux complètement blancs, un costume gris impeccable. « Mon nom est Albert Duval. Je suis président du conseil administratif des géants du bitume. Voici Richard Legrand et William Martin, les 2 autres associés. »« Enchanté, » dit Lucie, étonnamment calme. Albert désigna une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Roland nous a appelés hier soir, disant que nous devions parler d'urgence. Il nous a raconté une histoire assez perturbante de surfacturation de pièces, de détournement de fonds, de fraude commerciale. » Il fit une pause. « J'aimerais entendre votre version. » Lucie raconta tout, depuis le diagnostic des turbines, en passant par la visite à Turbo Sud Pièces, jusqu'à la confession d'Alexandre sur le stratagème. Elle parla des 68 000 € de turbines reconditionnées vendues comme neuves, du partage des bénéfices entre Roland et le fournisseur, des dettes de jeu qui avaient motivé le crime. Pendant qu'elle parlait, les 3 hommes prenaient des notes. Roland resta silencieux, regardant son propre giron. « Vous avez des preuves ?» demanda William. « J'ai les 8 vieilles turbines dans l'entrepôt avec des marques claires de reconditionnement. J'ai les factures surfacturées. Il y a les rapports de panne montrant que 5 des 8 ont déjà présenté des problèmes en moins de 2 mois, quelque chose d'impossible pour des pièces neuves. Et j'ai le témoignage du fournisseur. » Alexandre va confirmer cela? Richard voulut savoir. « Mais si vous lui garantissez qu'il ne sera pas poursuivi, oui. Il a une famille, 2 enfants, il a été contraint de participer au stratagème. » Albert s'adossa à sa chaise, se frottant le visage avec les mains. Il laissa échapper un long soupir fatigué. « Roland, avez-vous quelque chose à dire ?» Pour la première fois, Roland leva les yeux. Ils étaient rouges. « J'ai fait des bêtises, je sais. Je n'ai aucune excuse. »« Combien de fois ?» demanda Albert, et il y avait de l'acier dans sa voix. « Combien de fois avez-vous fait cela ?»« Les turbines étaient la première fois, » dit Roland à voix basse. « Mais j'allais le faire de nouveau. J'avais un lot de 20 injecteurs Common Rail commandés. J'allais faire le même stratagème. » Le silence qui tomba sur cette pièce était si lourd que Lucie pouvait entendre le bourdonnement de l'air conditionné. « Vous savez ce qu'il y a de plus triste dans tout ça ?» dit Albert finalement. « Votre père, Célestin, a fondé cette entreprise en 1987. Il a commencé avec un atelier au fond d'un jardin, 3 mécaniciens et une vieille dépanneuse.
Il a passé 40 ans à construire une réputation, une confiance, un respect, et vous, en 6 mois, vous avez presque tout détruit. Il secoua la tête. À cause du poker, à cause des paris. J'ai un problème, Roland admit, et sa voix craqua. Je sais que j'en ai un. Je perds le contrôle quand je joue. Je continue de penser que je vais récupérer l'argent. Que la prochaine main, Il s'arrêta en déglutissant. Mais ça ne justifie rien. J'ai volé l'entreprise de mon père, j'ai volé mes associés, j'ai volé les clients. William se pencha sur la table. Et vous avez humilié cette jeune femme quand elle est arrivée ici, demandant un emploi. Vous avez fait un spectacle de dérision publique, filmé, moqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Roland regarda Lucie pour la première fois. Rien. Elle n'a rien fait. J'ai cru que c'était une blague, une femme pauvre, pensant pouvoir être mécanicienne dans un atelier de ce niveau. Il s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Mon père disait toujours que le plus grand talent ne vient pas de l'université. Il vient de la route, il vient de la sueur, il vient de ceux qui mettent la main à la pâte. Et j'ai passé toute ma vie à mépriser cela parce que j'avais des diplômes, parce que j'avais de l'argent, parce que je pensais que cela me rendait meilleur. Sa voix tomba à un murmure. Mais quand je l'ai vu faire démarrer ce Volvo en 5 minutes, j'ai réalisé que je ne comprenais rien, que j'étais juste un imposteur utilisant le nom de mon père. Lucie ne s'attendait pas à cela, pas à cette vulnérabilité, pas à cette honnêteté crue. Pendant un instant, elle eut presque pitié. Presque. « Vous avez essayé de me menacer hier ?» dit-elle calmement. « Vous avez dit que vous saviez où j'habitais, que vous alliez me détruire. » Roland ferma les yeux. « Je sais. C'était lâche. C'était encore une chose que mon père aurait eu honte de voir. » Albert frappa la table de la main, faisant sursauter tout le monde. « Voici ce qui va se passer, Roland. Vous êtes renvoyé pour faute grave. Vous rembourserez chaque centime que vous avez détourné et nous engagerons un audit pour découvrir s'il y a d'autres choses. Vous signerez votre démission aujourd'hui même et vous chercherez un traitement pour cette addiction avant qu'elle ne détruise le reste de votre vie. » Roland acquiesça sans discuter. « Lucie ?» Albert continua, se tournant vers elle. Vous avez sauvé cette entreprise d'une catastrophe financière qui aurait pu nous briser. Plus important encore, vous avez sauvé notre réputation. Si les mines de Lorraine découvraient que nous installions des pièces frauduleuses sur leurs camions, il secoua la tête. Vous allez prendre la gestion opérationnelle totale de l'atelier, salaire de 18 000 € par mois, bonus sur résultat et 15% de participation aux bénéfices. Acceptez-vous? Lucie cligna des yeux. 18 000 €. C'était plus d'argent que son père n'en avait gagné en 6 mois sur la route. J'accepte, merci. Non, dit Albert fermement. Merci à vous d'avoir eu du courage, d'avoir eu de l'intégrité, de ne pas avoir accepté des miettes. Il tendit la main. Quand elles se serrèrent, Lucie sentit quelque chose brûler derrière ses yeux. Elle n'allait pas pleurer, non. Les associés sortirent pour régler les questions légales. Roland resta, ramassant quelques effets personnels dans une boîte en carton. Lucie était sur le point de sortir quand il l'appela. « Lucie, attendez !» Elle s'arrêta, se retourna. Roland tenait une photo encadrée. C'est mon père, Célestin. Sur la photo, un homme d'une 50aine d'années, en combinaison tachée de graisse, un large sourire, tenant une clé à molette. Il a commencé comme mécanicien. Il a travaillé 20 ans sous un camion avant d'ouvrir son propre atelier. Quand j'étais enfant, il a essayé de m'apprendre. Il m'emmenait au hangar tous les samedis, mais j'avais honte de la graisse, de l'odeur, que les amis de l'école découvrent que mon père n'était qu'un mécanicien. Il posa la photo dans la boîte avec précaution. Quand il est mort, il y a 5 ans, j'ai tout hérité, et j'ai passé ces 5 ans à prouver que je ne méritais rien de tout ça. Il respira profondément. Vous lui ressemblez à mon père. Pas physiquement, mais dans la manière,
dans la façon dont vous regardez un moteur, comme si c'était un casse-tête sacré, dans la façon dont vous n'abandonnez pas. Roland tendit la main. Pardon pour tout, vous méritez d'être ici, vous l'avez toujours mérité. Lucie regarda la main tendue. Une partie d'elle voulait l'ignorer, partir sans rien dire. Mais une autre partie, la partie qui avait été élevée par Jacques Dubois, qui avait appris que la dignité, c'est aussi savoir pardonner, accepta la poignée. « Allez vous soigner, dit-elle, et quand vous reviendrez au monde, revenez comme quelqu'un dont votre père serait fier. » Roland acquiesça, les yeux brillants. « Je vais essayer. » Il sortit en portant la boîte, et Lucie resta seule dans le bureau qui était maintenant le sien. L'après-midi, quand elle sortit dans la cour, quelque chose avait changé. Les 42 mécaniciens étaient réunis en demi-cercle, attendant. Le plus âgé d'entre eux, celui à la moustache grisonnante qui avait craché par terre le lundi, fit un pas en avant. « Mademoiselle Lucie, » commença-t-il en retirant sa casquette, « nous vous devons des excuses. Quand vous êtes arrivés ici, nous avons ri, nous nous sommes moqués, nous vous avons traité comme une blague et vous nous avez montré que les idiots, c'était nous. » Un autre mécanicien, un jeune homme à lunettes, s'approcha. « Vous avez sauvé nos emplois. Si l'entreprise faisait faillite à cause de ce que Roland faisait, 40 familles se retrouveraient à la rue. Nos familles. Et vous avez fait rugir le colosse. » Un troisième compléta souriant. « Encore aujourd'hui, je n'y crois pas. » Le mécanicien grisonnant tendit la main. « Je m'appelle Didier. Je travaille ici depuis 23 ans, et ce sera un honneur de travailler avec vous, chef. » Un par un, les 42 mécaniciens serrèrent la main de Lucie. Certains s'excusaient, d'autres se contentaient de sourire avec un respect sincère. Quand le dernier lui serra la main, Lucie sentit quelque chose s'effondrer en elle. Toutes les semaines de tension, de peur, de porter le poids seule, elle n'allait pas pleurer. Mais quand elle retourna au bureau et ferma la porte, elle s'accorda 10 secondes de silence, regardant par la fenêtre la cour, où des hommes travaillaient sous sa direction, et pensa « Papa, j'ai tenu ma promesse. J'ai honoré ton nom. » Cette nuit-là, en sortant des géants du bitume, Lucie s'arrêta devant le Volvo FH16 noir mat. Le colosse était garé dans la cour, prêt à reprendre du service. Elle passa la main sur le capot, sentant le métal encore tiède du soleil. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir donné une chance. » Le camion ne répondit pas, bien sûr, mais Lucie était certaine que, d'une certaine manière, il avait compris. 18 mois plus tard, vous savez, mes chers amis, il y a un vieux dicton qui dit que la vraie mesure d'une personne ne réside pas dans la façon dont elle gagne, mais dans la façon dont elle utilise cette victoire. Et s'il y a quelque chose que Lucie Dubois a prouvé en ces 18 mois, c'est qu'une victoire sans but n'est que vanité, mais une victoire avec un but est une révolution. C'était un matin de septembre 2025, ciel bleu sans nuages, ce genre de journée à Paris qui semble aussi rare qu'un diamant. Les géants du bitume avaient changé, vraiment changé. La cour, qui abritait auparavant 42 mécaniciens, en avait maintenant 70, et 12 d'entre eux étaient des femmes. C'est exact, 12 mécaniciennes. Lucie avait créé le projet Atelier Rose, un programme de formation professionnelle qui offrait un cours gratuit de mécanique poids lourd pour les femmes en situation de vulnérabilité. 6 mois de formation intensive, certification reconnue par l'AFPA et garantie d'emploi au sein des géants du bitume ou dans des entreprises partenaires. La première promotion avait formé 23 étudiantes. 12 avaient été embauchées immédiatement. Ce matin-là, Lucie était dans la cour, supervisant une maintenance complexe sur un Scania R500, quand elle entendit la voix de Juliette à l'interphone. « Lucie, vous avez de la visite, elle est à la réception. » Lucie s'essuya les mains. Elle avait encore de la graisse sous les ongles. Elle en aurait toujours. C'était une marque de fierté maintenant. Et elle marcha vers l'avant. Quand elle vit qui attendait, elle s'arrêta à mi-chemin. C'était Roland. Mais pas le Roland d'il y a 18 mois. Il était plus mince, plus simple. Il portait un jean et une chemise boutonnée bleu clair.
sans logo de marque chère, sans montre ostentatoire. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés au gel, étaient plus naturels, et ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient différents. Il n'y avait plus cette arrogance vide, cette supériorité toxique, il y avait de l'humilité. « Bonjour, Lucie », dit-il, et même sa voix était différente, plus basse, plus prudente. « Roland. » Elle s'approcha avec prudence. « Qu'est-ce qui vous amène ici ? » « J'avais besoin de vous voir, vous remercier personnellement. » Il regarda autour de lui, la cour animée, les femmes travaillant côte à côte avec les hommes, la transformation complète. « J'ai entendu parler de ce que vous avez fait, du programme de formation, des 12 mécaniciennes que vous avez embauchées, du nouveau contrat avec 3 autres sociétés minières. » Il secoua la tête, incrédule. « Vous avez transformé cet endroit. » « Nous avons transformé, » corrigea Lucie. « Moi, les mécaniciens, les filles. » C'était un travail d'équipe. Roland enfouit ses mains dans ses poches, manifestement mal à l'aise. « J'ai passé les 18 derniers mois en traitement. Joueur anonyme 3 fois par semaine. Thérapie individuelle 2 fois. J'ai payé toutes mes dettes. J'ai vendu mon appartement. J'ai vendu ma voiture. J'ai tout vendu. Je vis dans une chambre louée à Sarcelles et j'ai trouvé un emploi. » « Quel genre d'emploi » demanda Lucie, réellement curieuse. « Mécanicien. » Un petit sourire, presque embarrassé, apparut sur son visage. « Dans un petit atelier à Saint-Denis. Le propriétaire est un monsieur de 70 ans qui a connu mon père il y a des décennies. Quand je suis apparu là-bas en demandant une chance, il m'a ri au nez. Il a dit « Le fils de Célestin veut enfin se salir les mains ». Mais il m'a donné une opportunité. J'ai commencé par nettoyer les outils, organiser les pièces. Maintenant, j'arrive à faire des vidanges, des révisions de base, rien de complexe, mais... Il s'arrêta, l'émotion traversant sa voix. Mais c'est honnête, c'est digne. Et pour la première fois de ma vie, quand je pose ma tête sur l'oreiller le soir, je peux dormir en paix. Lucie sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était réel. La transformation était authentique. « Il y a autre chose », poursuivit Roland. « J'ai lancé un groupe de soutien pour les entrepreneurs ayant une addiction au jeu. On se réunit tous les mardis dans une église du Marais. Il y a déjà 17 membres, des gars qui étaient dans le même trou que moi, détruisant des entreprises, détruisant des familles, se détruisant eux-mêmes. Et on s'aide à s'en sortir. » Il la regarda directement dans les yeux. « Vous m'avez sauvée, Lucie. Quand vous m'avez exposée, quand vous n'avez pas accepté mon intimidation, vous m'avez sauvée de moi-même. J'allais vers un point de non-retour. 6 mois de plus sur cette voie, et je serais mort, que ce soit à cause de dettes auprès d'un usurier ou d'une overdose de honte et de désespoir. Mais vous vous êtes sauvée, dit Lucie doucement. J'ai juste allumé une lumière, mais vous avez choisi de marcher vers elle. C'était vous. » Roland s'essuya rapidement les yeux. « Je voulais aussi vous dire que j'ai visité la tombe de mon père, la première fois en 2 ans, et j'ai demandé pardon. Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait, et toutes les bêtises que j'avais gâchées, et j'ai promis que je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer son nom de la bonne manière. » Il respira profondément. « Alors merci. Merci de ne pas avoir abandonné l'idée de faire ce qui est juste, même quand j'ai essayé de vous détruire. » Lucie tendit la main. Quand ils se serrèrent, il n'y avait plus d'antagonisme. Il y avait 2 personnes qui avaient traversé le feu et en étaient sorties transformées. Prenez soin de vous, Roland. Et si un jour vous avez besoin d'une référence ou d'aide, vous savez où me trouver. Il sourit, un sourire sincère, sans masque. « Merci, chef. » Et il partit. Lucie resta là un instant, digérant. Puis elle retourna dans la cour, où le travail ne s'arrêtait jamais. Cet après-midi-là, elle était dans son bureau, révisant des propositions commerciales, quand Didier, le mécanicien grisonnant, frappa à la porte. « Lucie, il y a quelqu'un ici qui veut vous rencontrer. » Elle leva les yeux et vit une jeune fille qui ne devait pas avoir plus de 19 ans,
debout timidement à la porte, mince, des vêtements simples, des baskets usées, un sac à dos sur le dos. Ses yeux brillaient de ce mélange d'espoir et de peur que Lucie connaissait très bien. « Bonjour », dit la jeune fille à voix basse. « Mon nom est Raphaël. Je suis venu me renseigner sur le programme de formation. Je sais que les inscriptions sont closes, mais j'ai pensé que peut-être... » Lucie se leva, contourna la table. « Vous aimez la mécanique, Raphaël ?»« J'adore », dit la jeune fille, et maintenant il y avait de la conviction dans sa voix. « Mon grand-père était mécanicien. Il est mort l'année dernière, mais avant, il m'a appris tout ce qu'il savait. Je peux régler un moteur, changer un embrayage, diagnostiquer un problème électrique. Sauf que personne ne me donne ma chance, parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, parce que je n'ai pas de diplôme. » Lucie sourit. C'était comme se regarder dans un miroir du passé. « Didier, » appela-t-elle, « prépare un test pratique. Je veux voir Raphaël diagnostiquer ce problème intermittent de frein ABS sur la Mercedes 254, qui nous donne du fil à retordre depuis 3 jours. » Didier écarquilla les yeux. « Ce camion rend tout le monde fou, chef. Vous voulez que la jeune fille... » « Je veux. » 40 minutes plus tard, Raphaël avait identifié le problème. Un capteur de vitesse de roue avec une oxydation interne qui causait des lectures erratiques. Elle suggéra de nettoyer les contacts avec un spray électrique spécifique avant de changer la pièce, économisant 780 €. « Vous commencez lundi, » dit Lucie. « Pas au programme de formation, directement comme mécanicienne junior, salaire de 3 200 € pour commencer, avec une augmentation selon la performance. » Raphaël se mit à pleurer là, au milieu de la cour, et Lucie la serra dans ses bras, sentant la jeune fille trembler. « Je n'y crois pas, » sanglota Raphaël. « Je n'y crois pas que ça arrive. »« Croyez-y, » murmura Lucie, « parce que vous le méritez. Et parce que quelqu'un doit ouvrir les portes aux suivantes. C'est ce qu'ils ont fait pour moi. Maintenant, je le fais pour vous. » Quand Raphaël sortit, radieuse et comme flottant, Didier s'approcha de Lucie. « Vous êtes en train de construire une armée, chef ?»« Non, » corrigea Lucie. « Je suis en train de construire une famille. » Cette nuit-là, il était déjà plus de 20 heures quand Lucie ferma finalement le bureau. La cour était vide, les lumières de sécurité projetant de longues ombres sur les camions. Elle marcha jusqu'au fond, où le colosse était garé, le Volvo FH16 qui avait tout changé. Elle toucha le capot, maintenant froid de la nuit. Alors, vieille amie, qui l'aurait cru, hein? Une fille de Clermont-Ferrand à la tête de tout ça. Évidemment, le camion ne répondit pas, mais Lucie sourit quand même. Elle pensa à son père, pensa à Jacques Dubois, parcourant 3 millions de kilomètres, élevant une fille seule, lui apprenant que la dignité ne se mesure pas en argent, mais en caractère. Elle pensa à toutes les nuits où il rentrait fatigué, mal au dos, mais trouvait encore l'énergie pour enseigner à sa fille les soupapes, les pistons, les bielles. « Papa !» murmura-t-elle vers le ciel étoilé, « je sais que tu me vois, je sais que tu es fier, et je promets, chaque fille que j'aiderai, chaque porte que j'ouvrirai, chaque chance que je donnerai sera en ton nom. Ce sera pour l'héritage que tu as laissé. » Une brise chaude souffla dans la cour, faisant bruire les feuilles d'un arbre voisin. Et Lucie, pour un moment délirant d'espoir, se permit de croire que c'était son père, répondant, disant que oui, qu'il était fier, qu'elle avait honoré sa promesse. Des mois plus tard, les géants du bitume seraient reconnus par le gouvernement de la région comme un modèle d'inclusion professionnelle. Lucie donnerait des interviews à 3 émissions de télévision. Le projet Atelier Rose s'étendrait à 6 autres villes. 53 femmes seraient formées et employées. Mais à ce moment-là, cette nuit de septembre, Lucie n'était qu'une mécanicienne de 25 ans, debout à côté d'un camion, regardant les étoiles et sentant qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde.
non parce que quelqu'un lui en avait donné la permission, mais parce qu'elle avait eu le courage de la prendre de ses propres mains. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans toute cette histoire, mes amis? Ce n'est pas seulement que Lucie a gagné, c'est qu'elle a utilisé sa victoire pour créer des victoires pour les autres. C'est qu'elle a transformé la douleur en passerelle, l'humiliation en but, la colère en révolution silencieuse. Parce qu'au final, le vrai pouvoir n'est pas d'être meilleur que les autres, il est d'aider les autres à devenir meilleurs. Et ça, c'est l'histoire de la fille, dont tout le monde disait qu'elle ne servait à rien, et qui a prouvé qu'elle servait non seulement à quelque chose, mais à bien plus que quiconque n'avait imaginé.